Le 21 janvier, je tenais absolument à partager cette histoire, car tout a commencé bien loin des tapis rouges. C'était une journée printanière en apparence banale à Lyon, ce fameux 7 mai 2024, mais le destin lui avait écrit une toute autre partition dramatique. En un instant, la rumeur urbaine s'est tue écrasée par le ululement angoissant d'un SAMU qui fendait la foule. À l'intérieur de ce bolide lancé dans une course contre la montre vers la réanimation, l'atmosphère était lourde, saturée par l'odeur aseptisée de l'urgence absolue. Une dame de 74 ans livrait alors le combat le plus violent de son existence. Chaque battement de son cœur était une victoire arrachée au néant. Ce visage diaphane aux paupières closes par la douleur nous était pourtant familier. Ce n'était pas n'importe qui, il s'agissait de Jean Manson. L'icône absolue, celle qui a bercé nos vies en chantant l'amour et le divin avec cette tessiture angélique, venait de s'écrouler. Un infarctus massif, d'une violence inouïe, a failli nous dérober cette légende vivante pour l'éternité. Bienvenue dans notre plongée au cœur du glamour et des larmes, là où nous décryptons les vérités inavouables et les destins fracassés, derrière le rideau de fumée du succès. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier brûlant d'une étoile venue tout droit d'Amérique, une âme qui s'est consumée pour la France jusqu'à l'épuisement total. Durant plus d'un demi-siècle, Jean Manson a incarné pour l'Hexagone une perfection quasi irréelle. Elle était la bombe anatomique fantasmée, la Playmate, métamorphosée en diva de la chanson. Cette femme solaire galopant crinière au vent sur des étalons blancs offrait un sourire inaltérable aux objectifs voraces. Pourtant, ce jour-là, inerte sur un brancard d'hôpital oscillant entre le monde des vivants et celui des morts, le masque de la célébrité s'est brisé avec un fracas assourdissant. Le corps médical a évoqué une artère fémorale touchée, une intervention de la dernière chance, un organisme qui hurlait « Stop !» Mais Jean, une fois sortie de la zone rouge, a fini par rompre un silence bien plus pesant que ses mots physiques. Elle a confessé que si son cœur a failli lâcher, ce n'était pas uniquement le prix de la vieillesse, mais la facture salée d'une vie entière soumise à des pressions psychologiques inhumaines. Alors qu'elle aborde ses 76 ans, en 2026, elle admet être hantée par des démons invisibles, des fardeaux émotionnels portés en solitaire, qui ont fini par lézarder sa prison dorée. Elle ne dénonçait pas un individu en particulier, mais un système impitoyable, une solitude abyssale et des épreuves qui ont muté son rêve français en une lutte acharnée pour sa propre survie mentale. Comment cette figure de proue qui semblait taillée dans le marbre et éternelle a-t-elle pu se retrouver ainsi au bord du gouffre, avec le cœur en miettes, au sens propre comme au figuré qui ou quelle force obscure a véritablement siphonné la vitalité de Jean Manson? Pour appréhender cette chute vertigineuse et saisir la portée de ses aveux récents, il est inutile de se focaliser sur l'épilogue. Il faut remonter le fleuve du temps, bien avant les douleurs, les gros titres à scandale et les remords. Il est impératif de retourner à l'époque de l'innocence, lorsqu'une jeune fille native de l'Ohio débarquait à Paname, valise bourrée d'illusions, sans se douter que la ville lumière allait devenir le brasier de ses ailes. Pour comprendre la violence du choc que Jean Manson a subi récemment, il faut d'abord lever les yeux vers le sommet vertigineux qu'elle a occupé pendant tant d'années. Faisons un bond en arrière, direction le milieu des années 70. Une France en pleine mutation, avide d'évasion, s'apprête à tomber follement amoureuse d'une étrangère au charme ravageur. Quand Jean pose le pied sur le sol français, elle n'est qu'une silhouette sublime cherchant sa voie. Mais le millésime 1977 va provoquer un séisme culturel, avec une mélodie qui hante encore nos mémoires collectives. Ce tube légendaire, c'était « Avant de nous dire adieu ». Ce ne fut pas juste un carton commercial écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. Ce fut un véritable raz-de-marée sociétal qui a propulsé cette jeune Américaine au statut de divinité nationale quasi instantanément. Remettez-vous dans le contexte d'une France où les grands-messes télévisuelles des Carpentiers dictaient la loi du samedi soir. Jean Manson y est devenue la reine incontestée, l'invitée permanente que tout le monde attendait. Avec sa cascade de cheveux blonds, son accent exotique qui faisait chavirer les cœurs et cette classe innée,
Elle incarnait un rêve américain, accessible, une bouffée d'oxygène venue d'outre-Atlantique. Elle enchaînait les succès comme La Chapelle de Harlem ou Fais-moi danser, transformant la moindre de ses apparitions en un moment de grâce télévisuelle absolue. Le public français la vénérait, voyant en elle la petite fiancée idéale, une femme qui semblait avoir été touchée par la grâce, la beauté, la gloire, et une puissance vocale capable de naviguer du gospel, vibrant à la variété la plus romantique. Néanmoins, c'est précisément au cœur de cette adoration massive que le piège s'est sournoisement refermé sur elle. Jean Manson n'était pas seulement écoutée pour son talent, elle était surtout dévorée du regard scruté par une industrie et un public obsédé par sa plastique. Son passé de Playmate aux États-Unis, bien que lointain, a contribué à forger cette image de bombe sexuelle qui allait lui coller à la peau comme une malédiction scintillante. Elle était devenue la Vénus moderne, celle qu'on exigeait de voir sourire en une des magazines, celle qu'on voulait radieuse sur les tapis rouges, coûte que coûte. Peu importait le tumulte intérieur ou la tristesse qu'elle pouvait ressentir une fois les lumières éteintes. Chaque concert était une communion, chaque disque d'or une validation, mais personne ne s'interrogeait sur le coût exorbitant de cette course effrénée pour la femme qui vivait derrière l'icône. Elle vivait à 100 à l'heure, portée par l'amour inconditionnel de ses fans, persuadée sans doute que cette énergie était une ressource inépuisable. Mais il y a un détail cruel que la biographie officielle a souvent omis. Au milieu des paillettes, et sous les applaudissements assourdissants, alors même qu'elle semblait intouchable, Jean Manson signait inconsciemment un pacte faustien avec son propre organisme. Nombre planait au tableau, une pression insidieuse ne venant pas de ses concurrentes, mais de l'image parfaite qu'elle devait maintenir à tout prix. C'est à cet instant précis, au zénith de sa gloire, que l'engrenage fatal s'est enclenché. Il existe une vérité brutale que Jean a gardée sous silence pendant des décennies. Une réalité sombre dissimulée derrière les projecteurs aveuglants qui a lentement, mais sûrement préparé le terrain pour le drame de 2024. Ce n'était pas une simple fatigue passagère, c'était quelque chose de bien plus viscéral, une blessure invisible que nous devons désormais regarder en face. Si le public ne percevait que la lumière, la réalité des coulisses racontait une toute autre histoire bien plus froide et solitaire. Il faut saisir que Jean Manson n'est pas arrivée en France avec une ardoise vierge. Elle traînait dans ses bagages un titre lourd, à porter celui de Playmate du mois, du magazine Playboy, en août 1974. Ce qui aurait pu n'être qu'une anecdote de jeunesse est devenu dans l'industrie impitoyable du show business une étiquette indélébile, une marque au fer rouge. Trop longtemps, le public et les médias l'ont cantonné à ce cliché réducteur de la bombe anatomique, la sublime poupée blonde, venue d'outre-Atlantique, ignorant délibérément que son âme, elle ne vibrait que pour la puissance du gospel et la transcendance des chants spirituels. Essayez de concevoir la souffrance muette d'une virtuose qui hurle pour que l'on entende sa voix, mais qui constate avec amertume que l'auditoire reste hypnotisé par sa silhouette sourde à la profondeur de son art. Cette dualité a provoqué une véritable fracture identitaire, une guerre intestine pour asseoir sa légitimité artistique, épuisant ses ressources nerveuses, bien avant l'heure, comme une bougie que l'on brûle par les deux bouts. Le monde du spectacle des années 70 et 80, s'il offrait des carrières fulgurantes, dissimulait sous ses paillettes une misogynie systémique et une cruauté implacable envers les femmes. Jean s'est vue transformée en un pur produit de consommation de masse, une icône de papier glacé, façonnée par le marketing pour satisfaire les fantasmes d'une époque. L'impératif était clair, omniprésence absolue, sourire inaltérable, perfection plastique à toute épreuve, l'obligeant à calfeutrer ses failles et ses doutes sous des couches de strass et un maquillage de scène impénétrable. On a exigé d'elle qu'elle endosse le costume de la fiancée de la France, mais qui s'est réellement inquiétée de savoir si cette fiancée se sentait aimée pour sa véritable essence et non pour le fantasme qu'elle incarnait. La triste réalité, c'est que les producteurs, les agents et parfois même son cercle intime ne voyaient en elle qu'un gisement financier inépuisable, oubliant que sous l'armure de la star battait un cœur humain, rythmé davantage par l'anxiété chronique que par l'allégresse.
Puis il y a cette solitude abyssale, celle qui vous prend à la gorge et vous glace les os, une fois que les feux de la rampe s'éteignent et que la clameur du public s'estompe. Jean a eu beau acquérir des propriétés somptueuses, voire des châteaux pour y bâtir un nid, ces vastes demeures ne faisaient que renvoyer l'écho assourdissant de son propre isolement. Elle restait l'américaine à Paris, cette éternelle déracinée fascinante, mais toujours un peu à part. Malgré l'adoration des foules, elle demeurait celle venue d'ailleurs, celle qui ne possédait pas toutes les clés culturelles, cherchant éperdument un point d'ancrage dans les sables mouvants du show business. Ces 4 mariages successifs ne sont pas des caprices de diva, mais les témoins poignants d'une quête éperdue de stabilité et d'un amour absolu qui semblait toujours se dérober. Le drame de sa vie sentimentale résidait dans ce malentendu perpétuel. Les hommes s'éprenaient de la vedette de télévision et non de la femme vulnérable qui, le rideau tombé, ne demandait qu'un peu de tendresse et de protection. Cette accumulation toxique de désillusions amoureuses et de pressions professionnelles inhumaines a agi sur son organisme comme un poison à libération lente. Le stress n'était pas un simple visiteur occasionnel, il était devenu son ombre un compagnon de route vorace. Chaque divorce, chaque rupture était vécue comme une petite mort intérieure. Chaque critique acerbe était une flèche empoisonnée fichée dans ce cœur qui, un jour de mai 2024, finirait par capituler. Elle a couru après le temps, après l'affection, après la légitimité sourde aux sirènes d'alarme que son corps hurlait en silence. C'est ici que réside la tragédie de Jean Monson, s'être sacrifiée sur l'autel des autres, jusqu'à l'oubli de soi, jusqu'à ce que le destin, avec une brutalité inouïe, l'oblige à marquer un arrêt complet. Mais avant d'atteindre ce point de non-retour, ce moment fatidique de l'effondrement physique, il y a eu une période charnière, une succession d'événements dramatiques agissant comme des accélérateurs de particules vers la catastrophe. Ce ne fut pas un simple coup du sort isolé, mais bien la conjonction d'éléments contraires, une tempête parfaite prête à dévaster son univers. Au fil des années, l'aura lumineuse qui auréolait Jean Monson a commencé à s'effriter, projetant des ombres menaçantes sur son quotidien doré. Le passage au nouveau millénaire n'a pas seulement signifié le vieillissement inéluctable d'une vedette, il a charrié avec lui des épreuves d'une violence psychologique inouïe, ébranlant les piliers mêmes de sa vie. L'univers de Jean, jadis fait de mélodies entraînantes et de couvertures de magazines glamour, s'est brutalement obscurci, écrasé sous le poids de scandales familiaux et de tourments intimes qui ont frappé au cœur même de ce qu'elle avait de plus cher, son clan et sa dignité. Elle, la chantre de l'amour universel et de la fraternité, s'est retrouvée bien malgré elle au centre d'un cyclone médiatique et judiciaire impitoyable. Sans remuer le couteau dans la plaie des rumeurs sordides et des guerres de tribunaux, on devine aisément la dévastation d'une mère et d'une figure publique, voyant son patronyme traîner dans la fange, son honneur piétiné par ceux-là même qui l'avaient apporté au nu. Ce fut une véritable exécution publique, un lynchage moral où chaque gros titre de la presse à scandale résonnait comme un coup de poignard dans le dos. Le public, dont la versatilité est légendaire, a commencé à douter. Le poison de la suspicion s'est insinué partout et l'industrie du spectacle, fidèle à sa réputation de lâcheté, a opéré un repli stratégique. Du jour au lendemain, le téléphone est devenu muet. Les prétendus amis des jours de gloire se sont volatilisés comme rosés au soleil, abandonnant Jean face à un ouragan émotionnel dévastateur. Ce sentiment d'abandon et de trahison a sans doute été le coup de grâce psychologique. La France, sa terre d'élection, ce pays, pour lequel elle s'était battue pour maîtriser les subtilités de la langue de Molière, semblait soudain lui présenter un visage hostile. L'air de Paris était devenu lourd, saturé de regards en coin et de jugements tacites. C'est dans ce climat d'asphyxie sociale que Jean a tranché dans le vif, optant pour une solution radicale, l'exil volontaire. Elle a tourné le dos aux lumières de la capitale, fuyant ses paillettes, devenues radioactives, pour chercher refuge de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne sur les terres de Peralada. Là-bas, loin des objectifs inquisiteurs et des commérages assassins, elle a tenté de panser ses plaies auprès de ses chevaux, ces créatures nobles, dont le silence est d'or et la loyauté indéfectible.
Pourtant, on ne cautérise pas des blessures aussi profondes par un simple déménagement transfrontalier. Si l'esprit de Jean cherchait l'apaisement dans la nature catalane, sa physiologie, elle gardait la mémoire du traumatisme. Le cortisol du stress chronique, l'angoisse des procédures judiciaires sans fin et le chagrin de l'incompréhension se sont sédimentés jour après jour, durcissant ses artères. Elle croyait avoir trouvé un havre de paix, mais elle transportait en elle une bombe à retardement biologique prête à exploser. Elle affichait encore ce sourire de façade, répétant tel un mantra que tout allait pour le mieux, tentant de se persuader qu'elle dompterait la tempête. Mais la réalité physiologique était bien plus implacable. Le cœur de l'icône sursollicitée par des décennies de lutte pour rétablir sa vérité était au bord de la rupture. Le calme apparent de l'exil espagnol n'était que l'œil du cyclone avant le déchaînement final. Personne n'aurait pu soupçonner que cette cavalière émérite galopant fièrement sous le soleil d'Espagne s'apprêtait à affronter son ultime défi, non plus une bataille pour sa réputation, mais une guerre pour sa survie immédiate. Et c'est précisément à cet instant critique au seuil de la mort que la vérité crue a fini par éclater au grand jour. C'est finalement allongé sur un lit d'hôpital à Lyon, bercé par la rythmique monotone et glaciale des machines de réanimation, que Jean Manson a puisé la force d'admettre ce qu'elle avait eu pendant un demi-siècle. Son réveil post-opératoire fut une épiphanie brutale. Disparus les projecteurs aveuglants, envolé le maquillage sophistiqué, évaporé la foule en délire. Il ne restait qu'une femme de 74 ans, confrontée à la terrifiante fragilité de sa condition humaine. C'est dans l'atmosphère glaciale et aseptisée d'une chambre d'hôpital que le mythe s'est soudainement fissuré. Quelques jours seulement, après avoir frôlé le trépas de très près, elle a brisé le silence, non pas pour offrir une mélodie, mais pour lancer un avertissement qui a secoué la planète entière. Avec une lucidité qui force le respect et désarme ses détracteurs, Jean a décidé de mettre les choses au clair. Elle a pointé un doigt accusateur vers les véritables responsables de sa descente aux enfers. Loin de dresser une liste noire vengeresse, elle a identifié avec précision 3 démons destructeurs qui l'ont consumée de l'intérieur. En premier lieu, elle a fustigé la tyrannie absolue du « show must go on », cette loi d'airain du spectacle qui l'a impitoyablement contrainte à l'impossible. Elle devait monter sur les planches alors que son cœur était en miettes, afficher un sourire radieux quand elle ne souhaitait que hurler de douleur et nier sa propre humanité pour ne jamais décevoir son public. Deuxièmement, elle a évoqué le poids écrasant de l'injustice, faisant référence à ces années de calvaire où elle a dû mener une guerre acharnée, non pas pour grimper dans les chars, mais pour sauver son honneur et sa dignité. Une lutte titanesque qui a littéralement brisé son muscle cardiaque au sens médical le plus strict. Enfin, elle a reconnu sa propre part d'ombre, cette négligence, coupable ce sacrifice permanent de sa santé sur l'autel de son image publique. « Mon cœur a fini par dire stop », a-t-elle confié. Des mots d'une simplicité désarmante, mais qui résonnent aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans le milieu feutré du show business. Pour la toute première fois de sa carrière, l'icône intouchable a baissé la garde pour avouer qu'elle n'était pas faite d'acier trempé. Elle a relaté avec émotion cette audience fatidique, juste avant son effondrement, où elle a senti ses forces l'abandonner, submergée par une violence psychologique qu'aucun être humain ne devrait avoir à supporter. Elle a décrit cette douleur thoracique fulgurante comme l'ultime hurlement de son âme, réclamant une trêve. En exposant sa santé critique au grand jour et en dévoilant ses failles, Jean Manson a paradoxalement repris le contrôle. Elle a refusé de rester cet objet de désir que l'on contemple, pour redevenir un sujet vivant qui souffre, qui saigne et qui ose prendre la parole. La réaction du grand public et de l'industrie musicale fut un mélange complexe de stupeur et de remords. Ceux qui l'avaient condamnée trop hâtivement ou réduits à une caricature du passé ont pris la réalité en pleine figure. Tout le monde a réalisé que derrière les paillettes dorées de l'époque des Carpentiers, il y avait une femme blessée qui se vidait de son sang dans un silence assourdissant.
Ces aveux ont radicalement transformé la perception des gens. La simple pitié a laissé place à une immense admiration pour sa résilience. En admettant être brisée, elle est devenue plus grande, plus authentique aux yeux de tous. Elle nous a rappelé une vérité cruelle. Même les étoiles les plus étincelantes finissent par s'éteindre si l'on ne protège pas la flamme vitale qui les anime. Alors qu'elle entre dans le crépuscule de son existence, l'histoire de Jean Manson transcende largement la simple biographie de vedette. Elle devient un miroir sans teint, tendu vers notre société et vers une industrie qui broie souvent ceux qu'elle prétend aduler. Le drame survenu à Lyon en mai 2024 n'est pas un simple fait divers, c'est une alerte rouge. Il nous oblige à nous confronter à des questions inconfortables, dérangeantes, mais absolument nécessaires pour l'avenir. Combien de fois avons-nous exigé la perfection de nos idoles, qu'elles sourient et chantent sans relâche, sans jamais nous soucier du coût humain exorbitant de cette performance perpétuelle? Avons-nous réellement aimé la femme derrière l'artiste, ou nous sommes-nous contentés de consommer son image jusqu'à l'épuisement total? Le parcours de Jean symbolise le combat de toute une génération d'artistes féminines qui ont dû batailler pour exister au-delà de leur apparence physique. Elle nous rappelle que la gloire est une armure de plomb parfois bien trop lourde pour un seul cœur. Son cri de douleur depuis son lit d'hôpital est une leçon d'humilité cinglante pour nous tous. Il nous enseigne que derrière les disques d'or et les couvertures de magazines sur papier glacé, il y a des êtres de chair et de sang, vulnérables qui se brisent si on leur refuse le droit à la fragilité. La véritable tragédie n'est pas que Jean ait vieilli ou qu'elle ait été malade, c'est qu'il ait fallu qu'elle frôle la mort pour que l'on daigne enfin écouter sa vérité sans la juger. Aujourd'hui, en 2026, loin du tumulte parisien et dans la quiétude apaisante de ces terres espagnoles, Jean Manson tente de reconstruire ce que la célébrité a failli détruire. Elle ne cherche plus à incarner la bombe anatomique des années 70, ni la fiancée idéale de l'Amérique. Elle aspire simplement à être Jean, une survivante qui a traversé les flammes de l'enfer et qui, malgré les cicatrices invisibles sur son cœur, garde une foi inébranlable en la lumière. Son histoire nous laisse avec une certitude absolue. Les applaudissements finissent toujours par s'estomper, mais la dignité d'une femme qui a osé dire « stop » résonnera pour l'éternité. Peut-être est-il temps pour nous de changer radicalement notre regard, de ne plus percevoir les artistes comme des produits éternels, mais plutôt comme des âmes sœurs qui nous accompagnent un court instant sur le chemin sinueux de la vie. Comme le disait si justement Jean dans l'une de ses chansons avant les adieux, il faut savoir se dire les choses vraies. Elle a payé le prix fort pour sa liberté, mais elle a gagné le droit d'être enfin elle-même. Et c'est sans doute là, dans cette paix intérieure retrouvée après la tempête, que réside son plus éclatant succès.